numéro de votre magazine Entre vos lignes, une tribune d'expression libre et démocratique exclusivement réservée aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité. L'actualité chez nous, madame, monsieur, vous le savez, dominée par les discours du chef de l'État sur l'état de la nation, discours prononcé le lundi 15 décembre dernier devant le Parlement réuni en congrès. Alors le chef de l'État a presque tout ramassé, il a touché tous les secteurs de la vie nationale. C'est de ces discours que nous allons débattre tout au long de cette émission, du moins dans sa première partie, parce que nous avons deux sujets aujourd'hui. Et le deuxième sujet est consécutif, relatif plutôt au rapatriement, à l'opération de rapatriement des ex-rebelles M23 qui ont bénéficié de l'amnistie. Donc l'opération a démarré depuis le 16 décembre dernier. Il y a un petit problème qui se pose du côté de l'Ouganda parce qu'il y a de ces compatriotes-là qui refusent de retourner au pays quand bien même qu'ils ont bénéficié de l'amnistie. Alors pour évoquer tous ces sujets, madame, monsieur, j'ai sur ce plateau les estimés confrères. Ils sont devenus habitués de cette tranche. J'ai à ma gauche Nico Faye-Mbikaï qui n'est plus à présenter. Il est des top médias. Nico, bonsoir. Bonsoir. J'ai également à ma droite, ici tout près de moi, Oscar Bakandoa. Oscar Bakandoa, lui, est du groupe Média 7, Télé 7, Potentiel, tout ça. Oscar, bonsoir. Bonsoir. Et j'ai là-bas au fond notre estimé confrère John Chitenge. Lui, il est ici en qualité de journaliste indépendant. Bonsoir, confrère. Merci, fidèle. Bonsoir. Voilà, Edmond Izouba de RTVS 1 va nous rejoindre d'un moment à l'autre sur ces plateaux pour débattre avec nous les différents sujets que nous avons retenus aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, chers confrères, vous savez comme moi que le chef de l'État s'est prononcé le lundi dernier. Il a prononcé son discours sur l'état de la nation. Apparemment, le discours du chef de l'État, c'était une vaste forêt dans laquelle, comme je l'ai toujours dit, dans laquelle chacun de nous pouvait avoir ce dont il a besoin. Et d'abord, d'entrée des jeux, Oscar Bakandoa, comment vous, personnellement, vous avez trouvé Joseph Kabila le 15 décembre dernier? Le 15 décembre, devant les congrès, j'ai trouvé Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, qui faisait son état de la nation une année après, comme il l'avait fait en 2013. 2014, il devait tout de même s'acquitter de ces devoirs-là. Quant au contenu de son discours, si vous l'avez bien suivi, il a été applaudi 2 fois. Il a été applaudi... Vous avez même compté le nombre de fois, oui, 2 fois seulement. 2 fois, quand il a annoncé bien sûr la réduction de force des éléments de la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO, et quand il a également parlé des élections. Il a été applaudi. Pour la première fois, il a été applaudi par un petit groupe qui était au coin. Et au moins pour la deuxième fois, ceux qui étaient au balcon, ils ont applaudi parce qu'ils ont trouvé que la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est devenu une mission touristique qui ne fait absolument rien sur le sol congolais, une mission qui est là tout juste pour compter les morts, alors que c'était une mission pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, ce qui n'arrive toujours pas. En dehors de ça, en ce qui concerne ce discours, j'ai entendu les gens dire le chef de l'État a cité les gens, il n'a pas cité Mobutu, il n'a pas cité... Non. Sinon, moi aussi, je pouvais dire qu'il pouvait aussi citer Ilunga Mbidi, parce que comme on est aussi descendant de Ilunga Mbidi, ce n'était même pas ça, ça ne demande même, ça n'appelle pas de débat. Les questions principales qui concernent, ou les questions générales pour notre pays, c'était la première question, c'est question élection. Tout le monde attend impatiemment l'organisation des élections, même s'il y a encore des difficultés pour y parvenir. Tout le monde attendait ce discours, l'autre discours pour stabiliser la partie Est. On a tué nos compatriotes. On les a tués par des inconnus. Inconnus, peut-être qu'il y en a qui sont connus. Alors, c'est cet encouragement du chef de l'État qui a dit qu'on va tout faire pour établir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et surtout dans cette partie.
et aussi mettre la main sur tous ceux qui déstabilisent notre pays. C'est ça ce qui a beaucoup marqué. Mais pour le reste, là, c'est toujours le discours protocolaire, puis ainsi de suite. Oui, Nico Faye-Mbikaï, vous êtes d'avis que c'était un discours protocolaire, comme vient de le dire Oscar Bakandoa? Oui, merci estimé pour l'opportunité. J'aimerais vous dire que si ce discours faisait appel au débat, je crois que non, depuis le lundi jusqu'à ce jour, le débat continuerait. Et ça continue dans ce qu'on est en train de faire. Non, c'est-à-dire ça continuerait au niveau, au niveau du Congrès. Parce que je crois tout parlementaire aurait cherché à poser une question à Sissabidimou. Mais malheureusement, l'article 77 de la Constitution ne le permet pas. Mais ce qui doit beaucoup plus, moi, m'intéresser, et nous devons le rappeler, en dépit de tout ce que nous pouvons dire, et en dépit de tout ce que nous pouvons faire, l'objectif premier d'un gouvernement responsable, c'est l'intérêt général. Et par intérêt général, qu'est-ce que moi j'entends? J'aimerais d'abord, moi, je suis en train d'observer le ventre des Congolais. Que demande le ventre des Congolais? Les ventres des Congolais ne cherchent pas l'atteinte du point d'achèvement. Les ventres des Congolais ne cherchent pas la maîtrise des cadres macroéconomiques. Les ventres du Congolais aimeraient voir quoi? J'ai faim. Quelqu'un va au marché, il s'achète dont tu as besoin et il mange. Mais de ce côté-là, jusque-là, il n'y a pas, on ne semble pas vraiment toucher le point. Jusque-là, pourquoi? Tout ce que le gouvernement fait, le peuple ou bien la population remet toujours cela en cause. On fait des routes, on dit ah non, on a bango wana. On fait avec Transco. Pourquoi? Parce que jusque-là, le peuple ne s'est pas encore retrouvé à son problème premier. Quel est le problème premier? La famine. Et pourquoi le gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts pour se pencher sur cette question? Se pencher sur cette question, c'est quoi? Celles-là qui travaillent doivent avoir des salaires décents et réguliers. C'est l'une des missions assignées au gouvernement Matata 2 parce que le chef de l'État a demandé au gouvernement de travailler pour l'amélioration du social. L'amélioration du social, ce n'est pas Sissabidimou qui va me contredire. À l'époque de Mouzito, il a dit, je me rappelle encore de cette parole, il a dit, c'était toujours au Congrès, il a dit, le peuple a besoin de solutions, il ne faut pas aller d'étude en étude. Lorsque vous dites que c'est une mission qui va être encore donnée à Matata 2, c'est-à-dire que cette question n'avait pas encore été entamée. On vient d'entamer. Or, le peuple n'a pas besoin de ça. C'est pour cela qu'il y a un grand fossé entre les réalisations faites sur le terrain et la volonté de la population. Voilà, je vais revenir à vous tout à l'heure. John Chitenge, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État, que ce soit du point positif ou négatif? Ouais, un long discours de 90 minutes, à l'instar d'un match de football. Hein. Ce n'est pas une façon de minimiser le discours du chef de l'État, mais vous comprenez qu'un match de football fait également 90 minutes. Mais à la fin de son discours, j'ai eu l'impression d'un rendez-vous manqué. Pourquoi j'ai dit ça? Les attentes profondes du peuple congolais n'ont pas rencontré le speech du numéro 1 du Congolais. Les attentes Qu'est-ce que j'ai dit par là? Oui. Nous savons tous qu'est-ce qui fait la une de l'actualité politique. C'est quoi? La révision constitutionnelle. Ah bon? C'est tout le monde qui se pose la question. Est-ce que Kabila va-t-il se présenter en 2016? Est-ce que vous pensez, John, sans pour autant vous interrompre, vous pensez que c'est d'actualité? Il était indiqué que le chef de l'État se prononce par rapport à ces sujets, et pourtant il a encore 2 années devant lui. Je m'attendais à cette réplique fidèle. Je dirais même, il était de l'obligation morale du chef de l'État de se prononcer sur cette question. Pourquoi? Pour dissiper tout malentendu. Le chef de l'État, Joseph Kabila, est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. Cette question dérange les institutions, hein, qu'on ne se voile pas la face. Ah bon? Hein. Ouais, qu'on se le dise.
Comment ça se Non, il y a chez les murmure. institutions? Non, il y a Vous murmure. vouliez que le chef de l'État puisse répondre aux rumeurs, c'est ça? Non, moi je ne Parce que parle- jusque-là, à mon humble avis, les institutions marchent normalement parce que nous sommes dans le mandat Non, constitutionnel. Fidèle, on a déjà quitté l'étape des rumeurs. On a Mais déjà nous sommes à quitté quelle cette étape maintenant? Nous sommes dans une zone clair-obscure. C'est-à-dire? On a quitté les rumeurs, mais jusque-là, on n'a pas encore bien compris les intentions de la majorité actuelle. Alors, nous sommes dans cette zone-là. Alors, pour dissiper tout malentendu, toute rumeur, entre guillemets, bien sûr, je pense que les chefs de l'État devaient se prononcer. Pourquoi? Oui, Vous savez, à allez-y. un moment, les débats sur la révision constitutionnelle. Si vous voulez, je vous arrête juste pour annoncer la présence sur ce plateau de Edmond Izoba de RTVS 1 que j'ai annoncé en tout début de cette émission. Les Allez, gens se continuez. posent la question, non, est-ce que les devs de l'État devaient se présenter, devaient se prononcer, c'était un discours sur l'état de la nation, tout et tout. Mais on oublie vite, une fois alors que ces débats faisaient aussi rage, le chef de l'État s'était prononcé, c'était toujours au cours d'un discours sur l'état de la nation. Il a dit non, on ne peut pas toucher la Constitution à tout moment, et c'est toute la salle qui s'était mise debout en train d'applaudir. Je crois que vous vous souvenez. Mais de peut-être, cette Edmond Izoba, vous pensez Oui. qu'il était temps que le chef de l'État se prononce par rapport à la révision ou non de la Constitution ou précisément par rapport à sa représentation aux prochaines élections? Bon, c'était quand même de bon augure parce que bien que vous le dites que ça ne devait pas être figuré parmi le point qui faisait le compte-rendu du chef de l'État à l'endroit de sa population, mais je crois que c'était aussi un devoir du chef de l'État au cas où il y a agitation dans les deux camps politiques. Il faut bien le dire, ce n'est pas seulement l'opposition qui s'agite, aussi la majorité. Nous voyons des campagnes qui se multiplient presque chaque jour au sein de la majorité. Le chef de l'État devait dissiper tout malentendu, comme a dit tout à l'heure le confrère. Mais permettez-moi aussi d'entrer dans le discours du chef de l'État. Oui, allez-y, allez-y. Alors moi je pensais qu'après toutes les réactions qui ont eu juste après les discours du chef de l'État, il y aurait des sanctions à l'endroit de ses collaborateurs parce que on a fait faire avancer le chef de l'État des chiffres qui n'existent pas. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, je parle de l'enseignement primaire et secondaire. Quel chiffre, par exemple, le nombre d'écoles Voilà, construites? non, je ne parle pas de nombre d'écoles, plutôt de 300 000 enseignants mécanisés. C'est faux et archi faux. Ça a été approuvé même par les syndicalistes. C'est comme ça. Donc, dans le rang de chef de l'État ou parmi les ministres, il devait y avoir des sanctions. Comment un président de la République s'adresse auprès de sa population qui, du reste, a le ventre presque affamé, d'autres qui attendent à être mécanisés? Le chef de l'État peut avancer de tels chiffres. C'est alors qu'on a fait faire avancer encore une fois de plus le chef de l'État les chiffres de 1600 $ américains par magistrat, alors que ce n'était pas vrai dans la réalité. Donc, moi, je pense que le chef de l'État doit sanctionner ses collaborateurs qui n'est... Bon, je ne dis pas que le chef de l'État doit placer le détecteur de mensonges à tous ses collaborateurs, mais aussi vérifier certaines informations. Donc, d'après les syndicalistes qui vivent au quotidien avec les enseignants, qui militent pour le bien social de ces enseignants-là, il n'y a eu que 12 000 enseignants, nouvelles unités, nouvelles recrues, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont été mécanisés. Et à part cela, il y a encore un grand problème des NU, les NP, les non payés, les NU, les nouvelles unités, qui attendent encore beaucoup du chef de l'État. Donc, je voulais intervenir dans le domaine notamment de l'éducation. Oui, merci. Oscar Bakandoa, le chef de l'État, a quand même rassuré son peuple qu'il y aura bel et bien élection conformément à la Constitution. Donc en 2015, il y aura élection, que ce soit en 2016, le cycle électoral sera bel et bien respecté. C'est quand même une bonne volonté exprimée par le chef de l'État. Oui, heureusement que vous avez... Au-delà des... des rumeurs, au-delà des intentions qu'on lui prête. Bon, il n'y a pas d'intention. Tout le monde attend les élections, conformément à la Constitution. Mais ces élections, vous vous souvenez, le chef de l'État avait dit lors de clôture des concertations qu'il souhaiterait que les sénateurs et les députés provinciaux soient élus au second degré.
Et puis, dans les circonscriptions où il y a 3 sièges, on doit accorder un siège à la femme. Là où il y a un seul siège, ce siège-là doit être accordé à la femme. Bon, tout ça, ce n'est pas dans la Constitution. Il faudra qu'on revienne maintenant, qu'on interroge la Constitution. S'il faut encore ajouter à la Constitution cela, qu'on le fasse pour qu'on arrive aux élections. Parce que j'entends toujours les gens parler de la révision de la Constitution. Il y aura une révision constitutionnelle. Parce que pour qu'on arrive à ces élections-là, si aujourd'hui, la Sony, avec son calendrier, son projet de calendrier qui a été déposé autrefois, présenté au Parlement, on avait déjà inséré que les députés provinciaux et les sénateurs devront être élus au second degré. Et comment ça va passer? Il faut passer par la Constitution. Il faut que certaines dispositions de la Constitution soient révisées. Alors, pour qu'on arrive aux élections aujourd'hui, à moins qu'on reste avec l'ancienne loi électorale, si on veut qu'on donne toutes les chances aux femmes comme les gens dansent et souhaitent que la femme soit vraiment mise sur une assiette là dorée, il faut toujours qu'on passe par... Il y a une nouvelle loi qui est sous examen au Parlement. C'est d'ailleurs l'une des matières qui sera à traiter pendant la session extraordinaire. Oui. Alors, les élections, qui ne veut pas des élections? Personne, tout le monde attend ce moment. Nous sommes déjà en 2015. La Commission électorale nationale indépendante a dit que les élections commencent en 2000, bon, selon son calendrier, c'est 2013 jusqu'en 2018 ou 2017 comme ça, pour vider même les arriérés et tout ça, oui. Ah ben, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Si jusqu'à, bon, déjà nous sommes au mois de, disons que nous sommes déjà au mois de janvier 2015. Est-ce que tout calcul fait, est-ce qu'on peut arriver à organiser toutes ces élections pendant cette période jusqu'en 2016? C'est d'ailleurs pour cela que le chef de l'État a demandé on demande au gouvernement de doter des moyens au Parlement de faire vite pour doter la CENI de la nouvelle loi électorale. Il parle de quels moyens? Moyens logistiques? Chacun à son niveau, le Parlement, la loi, le gouvernement, les moyens, tout ça pour organiser. Le Parlement là qui doit d'abord voir la loi électorale. Le député se sent à retirer sa loi parce que sa proposition de loi, parce que on a fait la fusion de sa loi avec le projet que le gouvernement a déposé, alors que c'est lui qui avait déposé sa proposition avant même le gouvernement. Alors, ça n'a pas été fait. Quand ils vont prendre ce débat ici, pendant toute cette période ici, je trouve que avoir les élections comme la Commission électorale nationale, malgré la bonne volonté de l'abbé président, je trouve qu'il sera difficile dans les contextes actuels d'avoir des élections pendant cette période de 2015. Oui. Nico Faye-Mbikaï, est-ce que vous pensez que le calendrier électoral sera respecté? Parce qu'il y a une certaine opinion qui est en train de craindre la présence de l'ONIP, Office national d'identification de la population, parce qu'il y a cette opinion qui pense que ces services sont venus donc rallonger les temps prévus pour l'organisation des élections. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport à ces services? Oui, bien sûr, il y a une crainte. Je crois que non, je suis le premier Congolais à avoir dénoncé cela, quand bien même on ne reconnaît pas le mérite de quelqu'un lorsqu'il est encore en vie. Le pouvoir avait 2 stratagèmes. Le premier stratagème était celui soit de la révision, parce qu'il y a une confusion. Lorsqu'on parle de la révision et du changement, sont 2 notions distinctes. Une espèce, quelqu'un ne peut pas s'opposer à une révision constitutionnelle. On ne peut pas s'opposer à une révision constitutionnelle. Dans le cas d'espèce, il peut y avoir une révision constitutionnelle, mais sur quelle matière? Il n'y a qu'une seule disposition qui est verrouillée. Les autres matières peuvent être révisées à tout moment. Si par exemple aujourd'hui, il y a un député ou bien un ministre qui propose à ce que l'article 10 de la Constitution ayant trait à la nationalité soit révisé, qui peut s'opposer? Ça s'appelle révision constitutionnelle. Et lorsqu'on parle d'une révision constitutionnelle... Même si on demandait que l'article 220 soit... S'il vous plaît, j'en arrive, s'il vous plaît. Oui, là, nous devons faire la pédagogie. Parce qu'il y a le mensonge de tous bords. On peut tout réviser, sauf l'article 220, qui est verrouillé. Mais de quelle manière peut-on faire tomber l'article 220? Comment? Dans ce cas-là, on peut procéder au changement de la Constitution. On fait tomber toute la Constitution.
C'est malhonnête. S'il vous plaît, je ne dis pas si c'est malhonnête ou pas, mais néanmoins, s'opposer à une révision constitutionnelle, c'est malhonnête aussi contre la science et la Constitution elle-même. S'il vous plaît. C'est malhonnête contre la Constitution et la science elle-même. Parce que toute Constitution est révisable. Mais pour certaines dispositions verrouillées, là, vous devez mettre la révision de côté, songer par exemple au changement. Ce sont des notions distinctes. Mais, alors, pour revenir à la question de l'ONIP, l'ONIP, le travail qu'il vient faire, qu'il viendra faire, c'est un travail qui est régulier. Mais à quel moment on a évoqué cela? C'est un travail qui aurait dû être évoqué à la première législature. On a escamoté cela. Durant la deuxième mandature, on a escamoté cela. Maintenant, aujourd'hui, quand nous tendons vers la fin de mandat de Sissa Bidimou, qui ne peut plus encore se représenter, de quelle manière peut-on contourner? Tirons les choses à l'encontre comme on a tiré avec les gouverneurs. Tirons les choses à l'encontre comme on a tiré avec les sénateurs. Tirons les choses à l'encontre comme on a tiré avec les députés provinciaux. Et tout ça va vous dire quoi? Non, nous attendons que les élections soient organisées. C'est basé sur une disposition légale qui dit les nouveaux présidents entreront en fonction lors de la passation de pouvoir avec les présidents entrants. Tout ça, ce sont des manœuvres politiques. Vous avez des craintes par rapport à l'existence de ces services en ces moments précis? En ce moment, oui. Le moment n'est pas opportun. Ça aurait été opportun en 2006. Mais par le temps qui court, ça pose problème. Vous êtes de cet avis que l'ONIP vient perturber le calendrier électoral? Tout à fait. Même un petit enfant peut voir que l'ONIP vient de perturber le calendrier électoral. Mais l'abbé président de la CENI a donné toute l'assurance que rien ne pourra perturber le respect ou le calendrier électoral, parce que la CENI, lui l'a dit, la CENI va respecter scrupuleusement les calendriers tels qu'élaborés et les élections auront bel et bien lieu comme prévu. Oui, monsieur Apollinaire Maloumal, vous comprenez que c'est un abbé. Il n'a fait qu'égrener son chapelet de bonnes intentions. Je ne commande pas là trop dessus. Mais je vous demanderai de bien archiver cette émission. Parce qu'il n'y aura pas des élections présidentielles en 2016. Mais ça c'est toi qui l'as dit, hein? Non, mais c'est pourquoi j'ai demandé de bien archiver cette émission. Rendez-vous est donné au plus tard le 19 décembre. Ouais, ce n'est pas une parole dans l'évangile, mais le rendez-vous est donné au plus tard le 19 décembre 2016. Pourquoi cette histoire de l'ONIP, l'organe national, Office national d'identification de la population. Mais c'est une machine dilatoire. Ça va tirer les choses en longueur. Mais ça existe partout au monde. Pas seulement ici, voulant faire un problème en République démocratique du Congo. Donc vous n'êtes pas content qu'on puisse identifier toute la population? Non, ce n'est pas le moment. Pourquoi ce n'est pas le moment? Il fallait le faire un peu plus tôt. Pourquoi? Non, nous sommes à 2 ans. À 2 ans, moins de 2 ans. C'est déjà 2015, à une année des élections. Vous demandez de faire un travail qui va faire 3-4 ans, au moins. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre le travail que l'ONIP va faire et l'identification, l'enrôlement, comme on dit? Même les chefs de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, il a fait une allusion à ça, que la tenue des élections va dépendre du travail produit par l'ONIP. Est-ce que c'est ça? Si vous avez suivi les chefs de l'État? Aujourd'hui, non. Plutôt que le porte-parole du gouvernement. Il a fait allusion. J'ai suivi aujourd'hui le porte-parole du gouvernement qui a dit qu'il ne sait pas si les résultats de l'ONUP ou soit sur la présidentielle et attend les résultats de l'ONIP. Mais sur les législatives, là, je pense que le porte-parole du gouvernement a bien précisé que les législatives dépendent des résultats de ce qu'aura à produire l'Office national d'identification de la population. Qu'à cela ne tienne, concernant la révision de la Constitution, actuellement, je vois les débats se tiennent plus sur les glissements, parce que les gens craignent que, à travers un autre article de la Constitution, pour dire voilà, vous avez laissé passer cette histoire au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le grand débat, je pense que tous les Congolais ont des yeux rivés vers le Parlement, où il y aura, je ne sais pas, une session extraordinaire, ou par exemple la prochaine session, pour voir comment est-ce que la majorité cherchera
à jouer de plus pour faire avancer son argument, de prolonger, comme a dit mon frère à côté, le pouvoir de l'actuel chef de l'État. Donc moi je pense que l'opposition a tout son droit de combattre toutes ces manœuvres par les canaux qu'ils savent bien le faire et tout ça, parce qu'actuellement, il y a... Mais n'oubliez pas aussi que la majorité a tout intérêt à mettre les mécanismes en place pour conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Tout à fait, parce que la majorité, d'abord majoritaire au Parlement. C'est constitutionnel également, n'est-ce pas? À mettre les mécanismes. Un bénéfice, parce que... Pourvu que ça respecte la Constitution. Merci, voilà. Fidèle. La majorité est d'abord majoritaire au niveau du Parlement, ce qui fait d'abord une force du côté du président Joseph Kabila. Alors, je crains surtout pour les opposants qui sont à tout moment divisés. Les opposants qui vont chercher la solution ailleurs, que, comme les chefs de l'État l'a dénoncé. C'est pas mauvais. Comment vous réagissez? Le problème se pose au Congo. Il y a ces compatriotes qui vont à l'étranger, aller chercher la solution à l'étranger. C'est parmi les canaux de revendication. L'étranger. Oui, moi je ne peux pas... Ça, c'est pas l'ingérence, c'est ça, Edmond Izouba. Bon, un État indépendant comme le nôtre et qui reçoit des injonctions venant d'ailleurs. Quand vous recevez des appuis, quand vous recevez de l'aide de l'extérieur, ce n'est pas de l'ingérence. C'est pas dans les cas de partenariat. Comprenez, c'est là que ça se passe aussi dans le cadre de partenariat. Lorsque cet extérieur contribue, quand on vous fait juste... Moi, je ne oui. parlerai pas des injonctions, je vais dire mise en garde. Parce que quand vous signez des chartes... Mise en garde, oui. Quand vous signez des chartes... Qui met en garde qui? Je dirais les chartes que vous signez, qui vous mettent des fois à défi. Vous signez des chartes des Nations Unies, vous signez des chartes sur la démocratie. Et on vous parle des fois des droits de l'homme et tout ça. Et quand dans votre pays, vous n'êtes pas en mesure de respecter les propres chartes que vous-même vous avez signées, là ça incombe à vous. Alors sachez-les, dans le monde, c'est le pays qui ont le droit de veto, qui ont le droit d'ingérence, surtout quand il s'agit pour de grands problèmes de également la démocratie. D'autres États indépendants. Voilà, c'est ça. Je l'admets. Il n'y a aucun pays qui a les droits d'ingérence. Non, c'est faux. Mais le droit de veto, expliquez-moi avec le droit de veto. Les droits de veto sont au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais tout à fait, vous êtes d'accord avec moi, c'est là où... ont les droits de dire non. Mais ces droits ne veulent pas dire qu'ils peuvent s'ingérer. Mais quand on dit non, à votre propre initiative, le droit de veto. Quand on dit non, à votre propre initiative, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, le Conseil de sécurité des Nations Unies est composé de 15 membres, dont 5 permanents. Dans un vote, parce que là-bas, les résolutions passent à la suite d'un vote. Oui. Si l'un des 5 vote non, cette résolution ne va pas passer. C'est ça en quelques mots, c'est que ça veut dire. Mais c'est ça le pouvoir, c'est ça le pouvoir. Mais cela ne veut pas dire droit d'ingérence, non. Non, peut-être. Faut pas dire ça. Peut-être, je suis allé trop loin. Merci. Mais dans d'autres mots, ça s'expliquerait. On a vu la France en Tunisie. On a vu la France en Libye en train de s'imposer contre les propositions du Oscar Bakandoa, le chef de l'État a déploré cela, et le fait que certains compatriotes vont à l'étranger pour aller chercher la solution. Et il a reconnu également qu'il n'y a pas crise en République démocratique du Congo. Il s'étonne de voir les compatriotes aller pleurnicher là-bas, aller chercher la solution ailleurs. Mais vous savez que le pouvoir, on va le chercher en Occident. Ce n'est pas ici. On va chercher là-bas et puis vous avez déjà le pouvoir là-bas, vous revenez ici. C'est pour tout simplement demander au peuple d'acter ce qui a été déjà fait en Occident. On l'a vu partout en Afrique ici, dans presque tous les pays. Le dernier cas en date, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir a été donné par qui? C'était par la France? Et puis pas par les Ivoiriens eux-mêmes. Que Ivoiriens. Vous voulez dire que Ouattara n'a pas, Alassane Ouattara n'a pas... Là, ce n'est pas le débat. Mais je sais que, vous savez, dans certains pays, il y a quand même des cadres appropriés, bien sûr, pour débattre des questions d'intérêt national. Ce n'est pas seulement des questions politiques. Vous savez, je donne un petit exemple là. Par exemple, vous voyez par exemple le ministère de Recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est Recherche scientifique et technologie. Ailleurs, c'est le gouvernement qui fait la promotion des recherches. C'est tout comme ici. On peut aussi avoir un cadre ici au Congo, là où on réfléchit, là où on trouve des professeurs, là où on trouve des grands penseurs, qu'on ait quand même une pensée de la République démocratique du Congo.
les gens conçoivent des idées, la vision du pays, c'est ce qui nous manque. Nos débats, nous nous intéressons aux individus. Mais ça manque parce qu'il y a ceux compatriotes qui n'ont pas encore compris cela. C'est pourquoi le chef d'État fait le rappel à l'ordre en rappelant aux Congolais leur identité. Et ça commence d'abord à la majorité, l'opposition, et puis on draine tout le monde. Et donc, comme qui dirait, c'est comme ça, on tourne en rond. Non, on a dit ceci, on a dit cela. La faute incombe à qui? La faute incombe à qui? À tout le monde. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun a sa part de responsabilité. Alors, il faudra que nous-mêmes, nous puissions d'abord être en mesure de résoudre nos propres problèmes. N'attendons pas pour une petite discussion. Non, on va en Ouganda parce que les M23 sont venus nous attaquer. Or, on va à Addis Abeba. Non, nous ne sommes pas aussi en mesure. On ne peut pas aussi organiser une concertation. On va par exemple à Ndemba. On organise la concertation nationale. Il faudrait qu'il y ait des infrastructures que l'État fait en 2013. Ce n'est pas un problème d'infrastructure. C'est la pensée. On a besoin de la réflexion. Mais le chef de l'État a lancé une pensée et quitte à nous maintenant qu'on va pouvoir nous l'approprier. De résoudre le problème en famille ici au Congo et non pas aller chercher, je sais pas moi qui, à l'ouest ou à l'est. Mais c'est pas la famille, on n'arrive pas à résoudre les problèmes en fait. Alors Nico, quand on dit ça, c'est là en famille. Oui, il a déjà dit que ça soit ça. Nico Faïmbikaï, avant de passer au deuxième sujet, le chef de l'État quand même a prononcé une phrase qui est restée aujourd'hui, c'est pas moi, qui restera inoubliable. Dans son discours, il a dit « Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Simon Kimbangu, de Kimpa Vita, de Joseph Kasavubu, de Laurent Désiré Kabila, de Patrice Emery Lumumba. » Qu'est-ce que cette phrase vous inspire, Nico Faïmbikaï? Oui. Rapidement. Vous devez le savoir qu'il n'y a aucun discours qui est fait qui ne peut pas satisfaire les gens. Dans la rédaction des discours, on cherche toujours des mots qui cherchent à plaire les gens. Mais moi, je ne me limite pas seulement aux déclarations. Il faut lier la déclaration à l'acte. Par rapport au discours et les actes posés sur le terrain, y a-t-il rapport? Prenez ceux qui se prétendent aujourd'hui être lumumbistes. Sont soupçonnés dans le dossier de détournement. Celui qui était au Palu, aujourd'hui ministre, de quelle manière avait-il fui la Sonale? Attention, il ne faut pas citer le nom. J'ai cité le nom de quelqu'un, mais néanmoins, nous connaissons qu'il y a aujourd'hui des ceux-là qui se prétendent lumumbistes, mais dans les actes, ils sont anti-lumumbisme. Vrai ou faux? Le fait de citer Mosé Laurent Désiré Kabila, personnellement, je n'avais jamais d'accord avec lui, mais sur certaines matières, j'étais d'accord avec lui. Par exemple, dans le secteur de la justice, en son temps, la justice... il avait quand même remis la justice sur les rails. Mais allez aujourd'hui dans vos cours et tribunaux. Allez dans vos cours et tribunaux. D'ailleurs, allez au tribunal, au tribunal des enfants. Amigo. Est-ce qu'ils ont même des locaux? Est-ce qu'ils ont des locaux? Oui. Combien de décisions de justice sont en souffrance? Parce qu'il y a un intouchable qui est là, qui ne fait pas exécuter une décision de justice. Allez à la DGDA. Ouais, comme j'avais dit, Nicolas. Allez à la DGDA. Oui, il y a des décisions de justice. Oui. Il y a des syndicalistes qui ont été chassés parce qu'ils revendiquaient. Il y a des décisions de justice. Et que le tout-puissant de la DGDA s'oppose. Allez à la Banque centrale du Congo. Il y a le plan comptable sur lequel notre Banque centrale fonctionne. C'est un plan qui avait été volé par la Banque centrale. Il y a une décision de justice qui condamne la Banque centrale. Voilà, et jusqu'à ce jour, la Banque centrale s'oppose contre l'exécution de cette décision. Voilà, merci. Il y a le mumbisme dedans? Merci Nico Faïmbika, et vous comprendrez, chers téléspectateurs, que les discours du chef de l'État étaient tellement vastes, étaient tellement importants qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais faute de temps, nous ne saurons pas tout décortiquer ici parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ont été pris en compte dans ces discours du chef de l'État, Joseph Kabila, prononcé le 15 décembre dernier devant le Parlement réuni en congrès. Alors nous allons prendre rapidement le deuxième sujet d'actualité. Chers confrères, vous savez comme moi que l'opération, le rapatriement de ex-rebelles du M23 qui ont bénéficié de l'amnistie, l'opération donc a démarré depuis le 16 décembre dernier, mais ça pose un problème. Il y a de ces compatriotes, bien que bénéficiaires de l'amnistie, mais qui refusent de regagner leur pays. Comment vous interprétez ces comportements, Oscar Bakandoa?
Bien. Et il reste à savoir s'ils sont congolais. Parce qu'un Congolais ne peut pas refuser de retourner dans son pays. C'est peut-être qu'ils ne sont pas congolais. On sait que le M23, qui a commis beaucoup d'exactions dans l'est du pays, après sa débâcle, chacun est allé en sa direction. Et ils se sont retrouvés en Ouganda. L'Ouganda, c'est un ennemi du Congo. L'Ouganda a soutenu des rébellions dans son pays. On a tué. Le Rwanda et l'Ouganda se sont battus à Kisangani. Ils vont se cacher là-bas. Ils refusent de retourner. Donc, ce sont des Ougandais. Ils veulent rester dans leur pays. Si le gouvernement... Moi, je ne vois pas pourquoi le gouvernement doit faire pression. Qu'on récupère d'abord les armes, que ces gens-là restent de l'autre côté, mais qu'ils soient surveillés. Parce qu'ils peuvent s'organiser pendant un certain temps et commencer à déstabiliser en complicité avec les chefs de là, le Rwandais et l'Ougandais. Alors, il faudra, les gens qui veulent retourner, qu'ils retournent. Ils savent qu'ils ont laissé leurs parents ici. Ils avaient été du mauvais côté de l'histoire. Maintenant, ils veulent retourner du bon côté de l'histoire, qu'ils reviennent. S'ils veulent servir encore le pays sous les drapeaux, qu'ils servent le pays. S'ils veulent retourner dans la vie civile comme nous autres, on va les accepter. On peut les envoyer à la société civile. On peut leur donner plusieurs chances. Mais ceux-là qui ne veulent pas retourner au pays, qui disent non, on va nous tuer là-bas, ce sont des Ougandais, ce sont des Rwandais, qu'ils restent chez eux. Nous continuons notre vie chez nous. Edmond Izouba, il y a l'un des chefs de ces mouvements rebelles, de cet ex-mouvement rebelle, Bertrand Bichimois, qui lui a également bénéficié de cette amnistie, mais qui a refusé. Il a préféré rejoindre les Makenga qui n'ont pas, eux, bénéficié de l'amnistie. Moi, je pense qu'il y a eu manipulation, effectivement, par la personne que vous avez citée, Bertrand Bichimois. Les ex-rebelles du M23 ont été victimes de manipulation depuis leur recrutement. On trompait les gens, venez, on va vous acheter des parcelles, venez combattre avec nous, on va vous donner ceci, beaucoup de promesses inutiles. Et c'était des promesses aberrantes. C'est comme ça que vous avez vu qu'il y a eu un petit tollé. En principe, d'après François Momba, il n'y a eu rien sur place là où le rebelle s'est trouvé. Mais nous avons vu défiler dans la presse internationale une lettre signée par Bertrand Bichimois, qui n'est du reste pas connu à Addis Abeba comme le chef des troupes des ex-rebelles du M23. Donc pour moi, il s'agissait justement de manipulation. Moi, je demande d'ailleurs à ces ex-rebelles-là d'obéir à l'autorité officielle, de revenir au pays. Ce n'est pas en revenant ici que nous allons leur jeter des pierres. Peut-être ils vont subir, ils vont bénéficier de la formation de DDR, parce que c'est tout un programme, c'est tout un processus. Après leur rapatriement au pays, ils doivent bénéficier de la réinsertion civile. Ils vont venir, nous sommes habitués à vivre ensemble, et nous sommes conditionnés aussi à vivre ensemble. Donc ils ne doivent plus être manipulés par certains chefs qui d'ailleurs, du reste, ils ne sont pas connus, ni par l'accord 4, ni par les autorités de Kinshasa. Oui, John Chitenge, vous ne pensez pas qu'il y a là un danger qui nous guette encore? Ces gens-là qui ont refusé de regagner le pays, vous ne pensez pas qu'ils sont en train de pouvoir mijoter quelque chose et attaquer le pays? Un bon débarras, Fidèle. Vous savez, ces gens, ces criminels, hein, il faut appeler les chats par son nom, ont leur conscience chargée. Vous savez, après tout ce qu'ils ont commis, toutes les exactions commises en République démocratique du Congo, ils ont leur conscience chargée. Et ils ont peur des représailles. Ils ont peur des représailles, c'est tout à fait normal. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Peut-être que ta sœur n'a pas été violée, ta mère non plus. Mais il y a des gens qui vivent dans leur âme toutes ces souffrances, toutes ces misères. Donc, alors, connaissant leurs crimes, ils ont peur de rentrer. Et là, je donne raison à mon estimé confrère. Les vrais Congolais vont rentrer. Donc, c'est l'histoire qui détermine nos origines. Alors, Nico Fambika, on termine avec vous. Votre réaction par rapport à ces refus de certains compatriotes de pouvoir regagner le pays? Je crois que non, je dois intervenir à titre corroboratoire. C'est lorsqu'on se sent, lorsqu'on se reproche de quelque chose, est-ce que l'on doit se dire, est-ce que si j'ai rentré, est-ce que je serai dans la sécurité? Est-ce que ces gens-là, compte tenu de ce que j'ai fait, vont-ils me laisser en vie? Je crois que non. Ça pose problème et ça posera problème. Il faut aller avec ceux-là qui partent et laisser ceux qui veulent rester. Le laisser voilà.
Ils vont rester là où ils sont chez eux. Là où ils sont chez eux. C'est pas au Ghana. Il faut plutôt les encourager à venir au pays. Voilà, merci chers confrères. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces numéros de votre magazine Entre vos lignes, qui est donc une tribune d'expression libre et démocratique, exclusivement réservée aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau mes estimés confrères Oscar Bakandoa, merci d'être venu. Merci. Il est des groupes médias 7 et potentiels. John Chitenge, pour moi. Oui, journaliste indépendant aujourd'hui. Merci beaucoup. Nico Faimbikai de Top Média. Mon Congo, voilà, merci. Et Edmond Izouba de RTVS 1. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, prochain rendez-vous, c'est donc le vendredi prochain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.